Vous êtes très fatigué en ce moment? Si vous êtes une femme, peut-être avez-vous des règles hémorragiques, peut-être avez-vous accouché récemment ou avez-vous maintenant votre retour de couche, peut-être êtes-vous un grand sportif qui transpire beaucoup ou peut-être êtes-vous tout simplement passé à une alimentation végétarienne ou végétalienne et vous soupçonnez que votre fatigue est due à une carence en fer. Voyons ensemble comment remédier à tous ces petits problèmes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le fer et pourquoi en avons-nous besoin? Quelle est la différence entre carence en fer et anémie ferriprive? Pourquoi sommes-nous carencés en fer? Quelle est la différence entre fer et ferritine? Comment soigner une carence en fer même lorsqu'on ne consomme pas de viande? Au vu des commentaires sous mes vidéos, vous semblez être nombreux, en tout cas nombreuses dans mon audience, à avoir des soucis avec le fer. Je vous sors donc une vidéo spécialement dédiée à cet oligo-élément. J'en parle brièvement dans quelques-unes de mes vidéos, mais il devenait effectivement nécessaire que j'y consacre une vidéo à part entière. Cette vidéo risque d'être longue car j'essaye de faire vraiment le tour de tout le sujet qui est, comme je vous l'ai dit, très vaste et très complexe. Nous allons d'abord parler de l'aspect physiologique du fer, de comment il se comporte avec notre organisme. Puis nous verrons les aliments à manger et ce qu'il faut éviter pour avoir des apports optimaux en fer et ainsi éviter les carences. Commençons tout de suite. Le fer, qu'est-ce que c'est? C'est un oligo-élément essentiel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fabriqué par notre organisme et que nous devons l'apporter par l'alimentation. Et un oligo-élément, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nutriment que nous avons besoin, mais en très petite quantité. Le fer participe notamment à l'apport d'énergie aux cellules de l'organisme et à la défense contre les infections. Voilà pourquoi, lorsqu'on est carencé en fer, on est fatigué. On parle de carence en fer lorsque la quantité totale de fer présente dans l'organisme diminue en dessous d'un certain seuil. Si on ne comble pas cette carence, le taux d'hémoglobine, qui est la protéine des globules rouges qui va fixer l'oxygène, eh bien cette hémoglobine va chuter sous la valeur normale et on va passer ainsi à un stade appelé anémie ferriprive, qui est en fait le dernier stade, si on veut, de la carence en fer. Le fer est normalement recyclé par l'organisme. Lorsque les globules rouges sont trop vieux, après 120 jours de vie, ils sont détruits par notre rate qui va récupérer les éléments qui le composent, dont justement le fer, pour le réutiliser. Le fer sera donc renvoyé vers la moelle osseuse, qui est le lieu de naissance de nos globules rouges. Donc normalement, nous ne devrions pas avoir besoin d'un grand apport en fer par l'alimentation. Mais, parce qu'il y a évidemment un mais, l'anémie ferriprive est généralement causée par une perte de sang, que ce soit d'origine digestive, lors d'un ulcère par exemple qui va saigner, ou de maladies inflammatoires des intestins, ou durant les règles chez la femme, lors du retour de couche ou de l'accouchement, qui évidemment implique de grosses pertes de sang. Les enfants qui font de grosses poussées de croissance pourraient aussi éventuellement ne plus réussir à combler leurs besoins en fer à un certain moment. On perd également du fer dans la sueur, et donc les grands sportifs peuvent voir leur fer diminuer, mais il y a aussi des cas extrêmes d'hémolyse et donc de destruction anormale des globules rouges lors de maladies auto-immunes par exemple, ou encore des défauts d'absorption du fer par l'organisme, mais ce sont des cas plus rares, on est d'accord, tout comme les personnes qui sont dénutries, sous-nutries, ou des personnes anorexiques. Une chose importante également, c'est de faire la différence entre fer et ferritine. Si vous faites une analyse sanguine, vous constaterez sur les résultats qu'on a mesuré le taux de fer et un autre taux qu'on appelle ferritine. La ferritine, c'est la protéine qui va stocker le fer dans l'organisme. Si votre organisme commence à manquer de fer, qu'on appelle le fer circulant, qui circule donc dans le sang, la ferritine va à ce moment-là être libérée. C'est le stock de secours, si on veut bien. Une ferritine trop basse ou qui baisse avec le temps va indiquer que vous êtes en train de grignoter gentiment vos stocks de fer. Vous pourriez très bien avoir un niveau de fer normal sur vos analyses sanguines, mais une ferritine basse. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faudrait naturellement creuser un petit peu plus loin. Malheureusement, les médecins s'inquiètent seulement du moment où vous commencez à avoir un taux de fer anormalement bas. Il est alors plus compliqué de remonter les taux
aux valeurs normales, et voilà pourquoi vous devrez prendre à ce moment-là des compléments synthétiques de fer ou même subir une injection directement de fer. Il faut également savoir que si vous êtes déjà végétalien actuellement, vos niveaux de ferritine peuvent être plus bas qu'une personne lambda qui consomme du fer héminique, donc du fer qui provient des produits animaux. Parce qu'en fait, les valeurs de laboratoire par rapport à la ferritine ou au fer sont basées sur une consommation quotidienne de fer héminique via les produits animaux. Tout simplement parce que la plupart des gens sont omnivores et on va se baser sur la plus grande partie de la population pour établir ces taux. Et il faut savoir que le fer héminique, donc le fer qui provient des produits animaux, s'accumule dans l'organisme, il n'est pas éliminé correctement et il peut entraîner par exemple le cancer du côlon ou encore le diabète. Ce qui est intéressant en fait avec le fer végétal, c'est qu'il ne s'accumule pas et donc il n'est pas délétère pour votre santé. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup de fer d'un coup, grâce à des produits animaux, vous devriez manger par exemple du boudin, logique vu que c'est du sang, ou des abats. En fait, ça donne pas forcément super envie. Parce qu'en fait, sinon, vous avez autant de fer dans les végétaux que dans la viande. Pour comparer, dans un steak haché, vous avez 2,65 mg de fer et dans des dattes, qui sont un fruit, vous avez 2,7 mg de fer. En fait, il y a plus de fer dans les dattes que dans la viande de bœuf. Par exemple, dans le son de blé, vous avez jusqu'à 16 mg de fer, c'est pour dire. Passons maintenant aux aliments à manger et aux erreurs à éviter pour avoir des apports optimaux en fer et ainsi éviter les carences. Parce que oui, il ne suffit pas de manger riche en fer pour avoir des apports suffisants. Il faut également veiller à ne pas faire certaines choses ou manger et boire certains aliments ou boissons qui freineront ou empêcheront l'absorption de ce précieux oligo-élément par l'organisme. Pour faire simple, on va commencer par les aliments riches en fer, qui sont donc à consommer en priorité. Et je vais également vous dévoiler une astuce pour booster l'absorption du fer par votre organisme. L'aliment végétal le plus riche en fer que vous pouvez manger en quantité valable, c'est le son de blé, qui contient 16 mg de fer au 100 g. Ah oui, petite précision que j'ai failli oublier, une femme d'âge moyen aura besoin de 15 mg de fer par jour et un homme de 10 mg. C'est un peu plus bas vu que l'homme ne perd pas de sang avec les règles. Et ensuite, lorsque la femme aura eu la ménopause, elle n'aura plus besoin d'autant de fer, elle se contentera également de 10 mg de fer. Revenons à nos moutons. La farine de soja totalise 12 mg de fer au 100 g et les flocons de millet 9 mg. Les légumineuses sont une excellente source de fer également, puisque dans les lentilles sèches, vous trouverez 8 mg de fer au 100 g, suivi de près par les haricots verts avec 7,2 mg. Le cacao en poudre contient également 12 mg au 100 g, mais vous comprenez bien que c'est un petit peu plus compliqué et pas sain du tout d'en manger autant. Idem pour le thym frais qui bat tous les records avec 20 mg de fer au 100 g, mais en fait je me vois mal mâchouiller du thym à longueur de journée pour en extraire le fer. C'est évidemment un condiment ou une tisane éventuellement, mais on ne va pas en manger 100 g d'un coup. Donc, concentrez-vous plutôt sur les aliments que vous pouvez intégrer en quantité valable lors de vos repas quotidiens. Pour booster la biodisponibilité du fer contenu dans ces aliments, voici une astuce toute simple. Ajoutez-y simplement de la vitamine C. Un filet de jus de citron par exemple, ou encore un plat qui contient des poivrons verts. La papaye, le kiwi sont également très riches en vitamine C. Mais le top du top, la panacée, c'est quand même le persil puisqu'on est à 190 mg de vitamine C dans 100 g de persil. Mais il y a encore mieux avec le persil parce qu'en fait, il contient également 6,2 mg de fer au 100 g. Alors, je ne vous dis pas d'en manger 3 bottes par jour, mais utilisez-le régulièrement pour agrémenter vos salades ou vos plats. Et pensez également au taboulé libanais, dans lequel on retrouve beaucoup de persil et qui est tout simplement délicieux. Il y a d'autres substances également qui favorisent l'absorption du fer, comme le vin, l'acide citrique et le fructose. Voyons maintenant ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter si on ne désire pas diminuer, voire carrément annuler l'absorption du fer par notre organisme. Premièrement, et j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, le thé à cause des tanins et le café à cause de l'acide chlorogénique peuvent diminuer l'absorption du fer s'ils sont pris trop proches des repas. Donc si vous aimez ces boissons, essayez d'en éloigner la prise au maximum, à savoir à peu près 2 heures avant ou après un repas. Ensuite, il y a les fameux phytates, contenus principalement dans les légumineuses, mais que vous pouvez très facilement éliminer au moyen du trempage. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici au-dessus dans le petit.
et évidemment en description comme d'habitude. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que je ne vais pas m'y attarder ici, sinon on ne va pas s'en sortir. L'albumine de l'œuf peut également freiner l'absorption du fer et également la caséine qui est une protéine du lait. La caséine qui est également problématique au niveau de la prise de poids notamment. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, celle de la semaine passée, que je vous mets aussi dans le petit ici au-dessus et en description. Comme élément diminuant l'absorption du fer, il y a aussi les phosphates et dans une moindre mesure les fibres. Mais bon, évidemment, on ne va pas se passer de fibres sous prétexte qu'elles entraînent une très légère diminution de l'absorption du fer. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Dans un tout autre registre, j'aimerais aussi vous mettre en garde contre l'abus d'analyse sanguine. Car beaucoup de personnes font des analyses coûteuses à longueur de temps, car elles sont sans cesse angoissées sur leur santé. Et vous verrez que vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas dans ces analyses, même des choses minimes. Mais sachez que votre corps est capable de compenser dans la plupart des cas. L'important est de savoir si vous avez des symptômes incommodants. Dans le cas du fer, ça sera par exemple une grande fatigue. Vous tomberez malade plus souvent. Vous pourriez avoir par exemple le syndrome des jambes sans repos ou encore une frilosité excessive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pâleur, maux de tête, vertige, enfin tout ça quoi. Si votre corps manque de quelque chose, ne vous inquiétez pas qu'il vous le fera savoir. Quoi qu'il en soit, du moment où je suis passée sur un régime végétalien, exempt de produits animaux, j'ai tout bonnement soigné ma carence en fer. Et je peux vous dire que je vois de plus en plus de personnes qui osent se lancer dans un régime végétalien et qui n'ont plus aucun problème de fer. Tout simplement parce qu'en enlevant les produits animaux, vous régulez votre organisme, que ce soit au niveau hormonal ou au niveau acido-basique. Vous réduisez l'inflammation et vos règles seront moins abondantes, moins douloureuses et moins problématiques de manière générale. Je vous avais fait une vidéo sur les syndromes prémenstruels et les menstruations dans laquelle je vous explique comment manger pour diminuer les douleurs, raccourcir vos règles et les rendre moins abondantes. Je vous la mets dans le petit juste ici au-dessus et en description. En fait, la principale carence qui est cause de fatigue chez les végétaliens, pour ce que je vois en tout cas à mon cabinet, c'est le manque de B12 qui contribue au métabolisme énergétique. Certains végétaliens jouent avec le feu et ne se supplémentent pas en B12. Sachez que même le bétail, celui que vous mangez, est fortement supplémenté en B12. C'est par ce biais en fait que les personnes qui consomment de la viande vont parvenir à avoir l'apport recommandé en B12. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, et vous comprendrez tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez encore des questions sur le fer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Via Félicia à tous!